Pour être libre, il faut être craint. Nous n'avons pas été assez craints. Première réaction du chef de l'État 3 jours après l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et les États-Unis. Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avant de parler du fond et des différentes déclarations du jour, dont celle d'Emmanuel Macron, écoutez ce que le président disait d'un possible accord entre l'Union européenne et les États-Unis. C'était à Bruxelles et c'était le 26 juin dernier. Si à la fin, le choix des Américains était de garder 10% de tarifs sur notre économie, il y aura immanquablement une compensation sur les biens et produits qui sont vendus par les Américains sur le marché européen de ces tarifs. Et donc le prélèvement qui est fait sur nos industriels donnera lieu à un même prélèvement qui sera fait sur leurs industriels. Parce que sinon nous serions naïfs ou faibles ou les deux à la fois. Pas plus de 10%, sinon il y aurait évidemment des contraintes pour les Américains, sinon nous serions naïfs ou faibles, ou les deux à la fois. Qui a décidé, M. Breton, en Europe, de ces 15%? D'abord, le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il dit ça, il y a pratiquement un mois, jour pour jour, il dit le droit. Parce que c'est précisément notre droit international qui impose effectivement que lorsque l'un des pays décrète des droits de douane artificiels selon son bon vouloir, celui qui est attaqué doit riposter avec un volume identique. Donc il dit le droit. Ce qui se passe, c'est que depuis maintenant le 20 janvier, on n'est plus dans un état de droit en ce qui concerne le commerce international. C'est l'état de Donald Trump. Il a décidé, c'est son fait, de complètement réorganiser le commerce mondial dans l'intérêt exclusif des États-Unis d'Amérique. C'est un fait, il faut le prendre pour ce que c'est, et donc on a effectivement changé de monde. Alors maintenant, pour répondre à votre question, c'est clair que aujourd'hui, on n'est plus à 10%, on est à 15%. Et si on a bien compris cet accord, on reviendra sur le terme accord, que personnellement je ne reprends pas à mon compte. Encore des zones d'ombre, ou des trous dans la raquette. Oui, que je ne prends pas à mon compte, et je vais, peut-être si vous permettez, je me permettrai de dire pourquoi. Mais cet accord, effectivement, maintenant c'est 15%, et il y a zéro contrepartie de la part des Européens. Voilà l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce qui explique, je dirais, les réactions des uns et des autres, mais pas que les réactions en France. Quand vous voyez que le patron du patronat allemand critique, comme je ne l'ai jamais entendu, cet accord, quand vous voyez que Mme Meloni est très embarrassée pour le commenter, on comprend effectivement que partout en Europe, ce qui s'est passé dimanche laisse les uns et les autres quoi ? Thierry Breton, vous avez entendu les remarques ces dernières 48 heures. On entend dire que Mme von der Leyen a eu un mandat des Européens et qu'aujourd'hui, ils font semblant d'être surpris alors qu'ils étaient au courant de la façon dont les choses allaient se passer. Est-ce vrai ou faux? Comment ça fonctionne? Je crois qu'il faut juste revenir 2 secondes sur comment fonctionnent nos institutions européennes, et notamment en ce qui concerne le commerce international. Les 27 ont décidé, c'est un traité, ils ont décidé à travers un traité, de confier toutes les négociations du commerce extérieur à une personne, la présidente de la Commission, qui délègue ensuite au commissaire qu'elle souhaite, le souhait de mener les discussions au nom des 27. Et donc, ça, c'est le cadre dans lequel ça se passe. Alors, c'est pas la somme des récriminations ou demandes de chacun. C'est elle qui doit faire ensuite son travail pour trouver le meilleur accord possible en préservant l'intérêt général européen, c'est ce qui doit motiver effectivement le mandat de la Commission européenne sur les 5 ans, l'intérêt général européen, en tenant compte évidemment des diversités des uns et des autres. Je vais faire une analogie qui n'en est pas une, parce qu'on bien sûr on n'est pas un État fédéral, mais quand aux États-Unis une décision est prise, une loi est passée, le sénateur du Nebraska, il est souvent pas d'accord avec celui de la Floride qui a d'autres intérêts à défendre que celui de la Californie. Pour nous c'est pareil, mais il faut évidemment qu'à la tête, et c'est ce que nous avons maintenant, un leader qui représente les intérêts de chacun. Et donc, pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de mandat. Elle a le mandat qui lui a été conféré par le traité. Alors, bien sûr, il y a ensuite des réunions des délégués, c'est-à-dire des ministres du commerce extérieur, qui se réunissent pour instruire et pour donner précisément leur vision de ce qu'ils souhaitent.
et ces réunions, elles ont lieu de façon régulière. Dans l'occurrence, c'est tous les 15 jours, tous les mois. Donc il y a eu ces réunions préalables, mais après, elle a le mandat de négocier au mieux des intérêts de l'ensemble des États membres. C'est évidemment à elle de bien les percevoir, et puis ensuite elle dit ce qu'elle a négocié. Voilà comment les choses se sont passées, mais elle n'a reçu aucune instruction de l'Allemagne, de l'Italie ou de la France. C'est comme ça que fonctionnent nos institutions. Et maintenant, elle revient ensuite vers nous en disant, ben voilà, l'accord que j'ai obtenu, il va être discuté. Alors, est-ce que c'est un accord ? Dans un accord, il faut être deux. Alors, on a très bien compris ce que les États-Unis ont obtenu. Je fais le résumé, si vous le permettez, pour nos téléspectateurs. D'une part, ils nous ont dit au début, écoutez, on va vous taxer à 30%. Et puis, si on a bien compris ce qui se passait, ils nous ont dit ensuite, bon, ben, on va baisser de 30 à 15%, on va vous faire cette ristourne magnifique, mais il nous faut une contrepartie. Et cette contrepartie, c'est que pour pouvoir bénéficier de cette ristourne de 30, complètement artificielle, il n'y a aucun justificatif économique, on y reviendra du reste, à 15%, eh bien, il faut que vous nous achetiez 750 milliards de dollars d'hydrocarbures en 3 ans, et que vous investissiez pour 600 milliards sur le territoire américain. Pour nos téléspectateurs... Juste pour donner un ordre d'idée, l'Europe achète aujourd'hui 70 milliards de dollars par an d'énergie aux États-Unis. Pour arriver à ces 750 milliards, il faudrait multiplier ce chiffre par 3 sur 3 ans. Par 4. Voilà, pour arriver aux 750 milliards. Par 4, parce que ça fait 250 milliards par an. Voilà, donc ce serait vraiment énorme. Mais c'est même impossible. Et on ne sait pas si les Américains seraient en capacité même de nous livrer autant d'énergie. Parce que nous achetons, nous, Européens, pour l'ensemble des 27, 400 milliards par an. Et donc ça voudrait dire que maintenant, à partir de l'année prochaine, il y aurait 250 milliards pour les Américains, passer de 70 à 250 milliards. Mais comment on va faire pour se défaire des contrats que nous avons, qui sont bien, pour beaucoup d'entre eux, des contrats à moyen, à long terme ? C'est juste impossible. Ça, ce sont les investissements. Restons sur ces 15%. Aujourd'hui, Emmanuel Macron nous dit, nous n'en resterons pas là. Nous allons négocier au mieux de ce que nous pouvons pour obtenir les meilleurs taux possibles pour les secteurs français qui sont concernés par ces droits de douane. Je le rappelle, avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ils étaient en moyenne, lorsque l'on regarde globalement, de 4,8%. Alors, ces 4,8%, d'abord, moi je les conteste. C'est pas 4,8, c'est 1,7. 1,2 lorsqu'on l'on pondère par secteur. Et au 20 janvier. Ouais. Parce qu'effectivement, depuis, il y a eu quelques augmentations ici ou là. Il y a un chiffre global pour que ce soit plus simple. Ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où on démarre. On démarre le 20 janvier, les droits de douane, c'est ça le point de départ, des droits de douane d'Europe vers les États-Unis, c'est 1,7% en moyenne. On est donc maintenant à 15. Et comme l'a dit Henri Guénaud tout à l'heure sur votre plateau, on rajoute effectivement le différentiel parce que le dollar a beaucoup baissé, et c'est de 12 à 13%. Ça, donc ça fait un handicap dans le commerce. On va renchérir nos produits de 25%. Ça, c'est ce qui se passe. Donc on est quand même dans un moment où effectivement... ça va coûter beaucoup plus cher pour exporter maintenant pour l'ensemble de nos secteurs. Alors pour nous Français, hélas, je dis hélas parce qu'on est moins, je dirais, sollicités que les Allemands et que les Italiens, parce que hélas, on n'exporte pas assez. Donc nous, c'est 40 milliards, les Allemands, c'est 4 ou 5 fois plus, et les Italiens 3 fois plus. Bon, très bien. Mais nous, on a essentiellement, on sait que c'est l'aéronautique, on sait que c'est le luxe, on sait que c'est les filières agroalimentaires essentiellement du reste viticole. Pas de problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons des filières d'excellence. Je parle surtout des filières technologiques. On a parlé à l'instant de l'aéronautique. Les Américains dépendent de nous. Il faut le savoir. Les Américains dépendent des Européens pour une très grande partie des composants qui permettent de fabriquer un avion et que nous faisons en exclusivité en Europe. Donc, ils ont besoin de nous. Donc là, parce qu'ils ont besoin de nous, on va dire non, on va pas quand même s'amuser à se retaxer alors qu'on a un besoin vital. Sans ça, les Européens pourraient nous faire le coup des Chinois, si vous me permettez, avec les terres rares. Donc non, là c'est 0-0. Mais c'est 0-0 pourquoi ? C'est pas pour nous faire plaisir. Parce que M. Trump, il n'est pas là pour nous faire plaisir, je crois qu'on l'a compris. C'est tout simplement parce que c'est leur intérêt de ne pas taxer des besoins critiques qu'ils n'ont pas chez eux. Pareil pour les semi-conducteurs. Sur les semi-conducteurs, comme vous l'avez vu... Pour l'instant, c'est le grand flou. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'accord. Non, il est indiqué sur l'accord que les machines qui font les semi-conducteurs ne sont pas taxées. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous avons la chance d'avoir en Europe le leader mondial de fabricants des robots, de super robots extraordinairement sophistiqués, qui permettent de faire les usines des semi-conducteurs les plus avancées. Ils ont plus de 90% de part de marché. Cette entreprise s'appelle ASML. Et si jamais ASML ne vend plus aux États-Unis, il n'y a plus de semi-conducteurs dans les 15 jours qui viennent. Donc là, tiens, comme par hasard,
c'est pas taxé. Donc effectivement, dans les filières clés, alors il y a ensuite la filière viticole, ça c'est sûr, celle-là elle n'est pas évidemment existentielle, on va le dire, mais bon, on sait qu'il y a des discussions parallèles sur le vin, sur les spiritueux, donc on va voir. Mais globalement, ce qui est assez, je dirais, significatif de ce que je disais tout à l'heure, à la limite, moi je ne porte pas de jugement, je suis là pour voir le monde tel qu'il est, ou le monde qui vient. Dans ce monde qui vient, effectivement, tout ce qui est fait, y compris les concessions, sont faites désormais dans l'intérêt des États-Unis. Est-ce à dire, donc, et je vous repose ma question, quand Emmanuel Macron dit « nous n'en resterons pas là », qu'il faut se battre aujourd'hui pour obtenir un accord différent de celui qui a été conclu? Ça va être très difficile d'obtenir un accord différent, parce qu'il a maintenant été scellé, du reste, il a été du reste annoncé sur le site de la Maison-Blanche. Donald Trump était tellement content qu'il a demandé, c'est la première fois du reste qu'il se fait comme ça, il dit que c'est l'accord le plus important qui ait jamais été scellé avec les États-Unis d'Amérique. On veut bien le croire. On va voir les images, peut-être les avons-nous? On veut bien le croire parce que, effectivement, on est le premier marché du monde hors États-Unis. Et il dit du reste que c'est un accord qui est générationnel, puisqu'il dit nous avons maintenant la libre accès complet au marché européen, avec 0 droit de douane. Et les Européens, eux, en échange, ils ont 15% pour venir chez nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de renégocier? D'abord, ça veut dire 2 choses. Le justificatif que Mme von der Leyen, ça a surpris un peu, mais enfin c'est celui qui a été retenu. Le justificatif, et encore une fois, je jette la pierre à personne, je ne fais avec vous que de voir les choses, que d'essayer de les comprendre aussi, parce qu'il faut les interpréter, c'est très important pour tous les agents et les acteurs économiques. Le justificatif qui a été retenu, c'est qu'il y avait un différentiel dans la balance commerciale entre les États-Unis et les produits, et les Européens sur les produits. Et c'est vrai qu'il y a un différentiel donc, qui est important. Donc elle a dit qu'elle comprenait qu'il fallait qu'on augmente les droits de douane, parce qu'il y avait un différentiel important. Reprenant le narratif de Donald Trump. Totalement, sur les produits. Ah oui, mais alors dans ce cas-là, maintenant, on a donc soi-disant réglé ce sujet. Donc maintenant, regardons les services. Parce que la vie économique, c'est faite de produits et de services. Et là, c'est l'inverse. Les services, les Américains sont très excédentaires. Donc, si jamais on suit le narratif et la logique américaine, bien, il faut maintenant qu'on discute précisément selon le même rationnel, puisque c'est celui qu'a retenu Mme von der Leyen. Personnellement, je considère que ce n'est pas un rationnel économique. Mais on voit bien qu'on est dans des logiques politiques. Donc oui, il y a matière à rediscuter. Et puis, il y a un autre sujet, quand même, qui va arriver très vite. Cet autre sujet, vous venez de montrer à l'écran pour nos téléspectateurs, le site de la Maison-Blanche qui décrit cet accord absolument magnifique. Vous voyez, c'est un accord commercial massif. Il est l'un des plus importants. Ce sont les mots de Donald Trump, évidemment. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que dedans, il dit que l'Europe a décidé d'investir 600 milliards pendant les 3 ans qui viennent. L'Europe a pris l'engagement ferme d'acheter 750 milliards d'hydrocarbures. C'est pas possible. La présidente de la Commission n'a aucun mandat pour imposer aux entreprises d'investir ou au gouvernement d'acheter des hydrocarbures. Ça a d'ailleurs été titré par la presse américaine, le New York Times, pour ne pas le nommer, qui parle de ces 1350 milliards de dollars. New York Post aussi, qui parle donc de cette somme faramineuse que va investir l'Europe, 1,3 trillion, dit ce journal, aux États-Unis. Et donc, on voit bien que politiquement, le président des États-Unis est revenu avec cette annonce absolument majeure. Ça veut dire qu'au fond, une grande partie de notre capacité d'investissement, désormais, elle ne va plus être réalisée en Europe, mais elle va être réalisée aux États-Unis. En tout cas, c'est ce qu'il semble avoir obtenu. Le problème, c'est que Mme von der Leyen n'a aucune possibilité d'engager les entreprises européennes, et encore moins, de façon identique, les États. Donc, on ne pourra jamais signer un accord qui est liant, comme on dit dans le jargon, qui engage, puisqu'on n'a pas la possibilité de le faire. Donc on pourra peut-être dire qu'on va faire les meilleurs efforts, comme on dit, best effort. Mais si c'est les meilleurs efforts, alors c'est plus du tout garanti. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est là où le président de la République a raison. On rentre dans une nouvelle phase, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette nouvelle phase? Comment, le président des États-Unis, qui a vendu cet accord comme étant justement le fait qu'il baisse les droits de douane à 15% à l'Europe, parce que l'Europe prendre des engagements en face. Et si ces engagements ne sont pas fermes, alors est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'on va se reprendre 5%, 10% de droits de douane supplémentaires? Puisque désormais, c'est la punition lorsqu'on ne tient pas ses engagements. Les négociations ne sont peut-être pas terminées. C'est exactement ce que le président de la République a voulu dire, et parce qu'on doit rentrer maintenant dans cette nouvelle phase. Et on voit qu'au fond, la stabilité
que certains souhaitaient, à juste titre. Je suis un ancien chef d'entreprise, on a besoin de stabilité, évidemment, et c'était très important. Ces aléas sont très nocifs pour la visibilité requise par ceux qui dirigent les entreprises. Donc, on sait en particulier que les Allemands le demandaient, on les comprend. Mais maintenant, est-ce qu'on a vraiment cette stabilité ? Vous voyez, quand on voit toutes les discussions, quand on voit les réunions a posteriori, après, quand il y a eu cet après-midi à Bercy, où finalement on n'a pas les réponses. Et pourquoi on n'a pas les réponses ? Parce qu'on ne les a pas encore. On n'a pas encore travaillé avec les États-Unis pour avoir un papier commun, non plus celui uniquement de la Maison-Blanche, mais celui qui aura été compris par la partie européenne et signé des deux. Et celui-là, tant qu'il n'est pas là, eh bien, on est effectivement dans cette insécurité et dans ces questionnements que vous posez légitimement. Alors, deux questions toutes simples. Si, d'abord, tous ces points que nous venons d'évoquer sont toujours à négocier. Si ces 15% sont soutenables pour l'Europe parce que, sauf erreur de ma part, c'est déjà la taxe appliquée aux produits européens qui vont vers les États-Unis depuis le mois d'avril dernier. Ces 15%, nous y sommes déjà. Le commerce transatlantique, sauf erreur de ma part, ne s'est pas effondré. Pourquoi toutes ces réactions en France, depuis 48 heures, en France et ailleurs, sur la catastrophe que représenterait cet accord? Alors d'abord, je ne sais pas si on peut dire la catastrophe, parce qu'encore une fois, il y a la visibilité. Capitulation, reddition, oui, vous avez entendu les qualificatifs employés. Il y a deux éléments. Il y a l'aspect économique, et puis il y a l'aspect politique. Et malheureusement, ils sont très liés. Et sur l'aspect politique, je crois que tout le monde s'est exprimé, et je ne le ferai pas moi-même, mais sur le contexte dans lequel s'est passée cette réunion un peu, comment dirais-je, inédite, voire singulière, dimanche après-midi, dans un golf en Écosse, appartenant à M. Trump. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes, et effectivement, il y a ce ressenti extrêmement douloureux, mais pour 450 millions d'Européens, d'avoir le sentiment, il faut dire les choses comme elles sont, que l'Europe s'est faite un peu vassaliser. C'est ce que le président de la République a dit lorsqu'il dit on n'a pas donné le sentiment d'être vraiment fort. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, pour répondre à votre question, oui, c'est vrai que depuis le 4 avril, ça fait 2 mois, les entreprises ont réussi à peu près à surmonter ce choc. D'abord, elles avaient beaucoup stocké avant, parce qu'il y avait cette invisibilité, donc il faut bien, et c'est du reste pour ça aussi qu'on a une très bonne croissance aussi en Europe. 0,3% oui, parce que, en France, trimestre dernier, tout le monde surstocke, donc on produit plus, on stocke, parce que voilà, et on va l'envoyer là-bas avant que pour ceux qui exportent. Donc ces incertitudes ont créé ce comportement. Donc voilà, il va falloir ensuite regarder ce qui se passe. Mais il y a un point qu'on oublie un peu, et je suis toujours surpris, c'est que derrière, qui va payer tout ça ? Alors bien sûr. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites. On apprend ce soir que les produits brésiliens vont être surtaxés à hauteur de 50% par les États-Unis. C'est un décret qu'a signé le président américain il y a quelques minutes à peine. Ces taxes appliquées, imposées par Donald Trump au reste du monde, est-ce qu'elles vont avoir un impact, un effet pour les consommateurs américains ? Parce qu'au final, sauf erreur de ma part, c'est eux qui vont payer les produits importés plus chers. Alors vous avez complètement raison. D'abord, on voit bien que ces chiffres n'ont aucun sens économique. Pourquoi 50 et pas 48 ou 52 ou 10 ou 15 ? Enfin, on voit bien que ça n'a aucune rationalité. Est-ce que ça peut se retourner à terme contre les États-Unis ? Votre question est parfaitement légitime. Ça se retourne par définition sur les États-Unis. Et au fond, Donald Trump, il a réussi quelque chose. Il faut vraiment dire bravo. J'allais dire chapeau. Il a réussi quelque chose qui est tout à fait exceptionnel, qu'aucun chef d'État et de gouvernement n'avait réussi. Il a créé une sorte de nouvelle TVA, parce qu'après, qui va payer ? C'est les consommateurs américains. Je vais y revenir avec quelques chiffres qui sont éloquents. Il a créé en fait une nouvelle TVA, une sorte de nouvelle TVA, en tout cas sur tous les produits importés, et ce faisant, il se fait applaudir par ses concitoyens. Généralement, quand on augmente 1 point de TVA, chez nous, vous voyez les réactions que ça prend. Là, il va augmenter de 10, 15 points une sorte de TVA indirecte, et tout le monde applaudit. Pourquoi dis-je cela ? Les États-Unis, on va s'arrêter une seconde, je vais essayer d'être rapide et clair. Les États-Unis importent 3 300 milliards de biens par an sur leur territoire. Désormais, donc on a fait un peu les calculs, avec ces taux maintenant, ceux que nous connaissons, on a un taux moyen à peu près, à l'heure où je vous parle, ça peut encore bouger évidemment, qui est entre 18 et 22%,
de taux maintenant, donc on va dire entre 15 et 20% si vous voulez, pour l'arrondir, donc de droits de douane sur tous les produits qui rentrent aux États-Unis. Quand j'ai les produits, c'est les biens manufacturés, c'est les vestes, les t-shirts, les chaussures, mais aussi tous les produits qui sont les produits agroalimentaires, tout ce qu'ils achètent dans leur supermarché. Combien dépensent les Américains ? Les Américains dépensent le double, ils dépensent 6 000 milliards de dollars pour leurs biens de consommation. Donc vous avez la moitié. Donc sur les 6 000, il y en a la moitié. Alors tous ne vont pas évidemment chez Walmart, mais une grande partie, donc, qui sont des biens importés. Sur ces 3 000 milliards, 3 300 milliards, bah, vous appliquez un taux à peu près d'une vingtaine de pourcents, ça fait 600 milliards. C'est donc un impôt de 600 milliards, donc une sorte de TVA de 600 milliards, qui va être payé par les consommateurs américains quand ils vont faire leurs courses dans les supermarchés. J'ajoute qu'ils ont déjà des taxes, on appelle ça les sales tax, vous savez, dans les qui sont de l'ordre de 9 à 10%. Donc il y a les 9 à 10%, ils vont se reprendre là, en gros, une dizaine de pourcents minimum de plus. Donc il vient de créer quelque chose d'absolument extraordinaire, une sorte de TVA indirecte sur les produits importés. Et voyez-vous, j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis qui commencent à me dire « Ah mais, ils sont en train de réaliser que, mais à la fin, ces 600 milliards, ben, c'est le consommateur qui va les payer. L'impôt sur les sociétés aux États-Unis, c'est 550 milliards. Vous vous rendez compte qu'il vient de créer un impôt quasiment complémentaire, qui est l'équivalent, en gros, de l'impôt sur les sociétés. C'est absolument gigantesque. Donc, bien sûr que ça va avoir un impact. Alors, ça va avoir un impact, évidemment, économique, peut-être du reste récessif, mais ça peut être également sur l'inflation, mais surtout un impact pour le portefeuille des Américains. Alors, on sait que donc on va voir. C'est l'une des principales préoccupations des États-Unis et l'une des principales raisons pour lesquelles les électeurs de Donald Trump ont voté pour lui. Il y a quelques semaines, des propriétaires descendantes de propriétaires de Walmart. Walmart, vous savez, Walmart, c'est comme Carrefour ou Auchan aux États-Unis. C'est la plus grande de la distribution. Voilà. L'une des propriétaires de cette chaîne gigantesque s'est offerte une page entière dans les journaux pour dire attention, on est obligé de sortir des produits parce que désormais ils sont trop chers pour nos consommateurs. Thierry Breton, parce qu'aussi Walmart travaille énormément avec un pays dont on n'a pas parlé encore ce soir, la Chine. La Chine, c'est aussi l'un des adversaires commerciaux de l'Europe. Comment faut-il agir ? Comment faut-il négocier avec eux, considérant ce qui s'est passé depuis 48 heures et l'accord qui a été conclu mais c'est entre la les bonne 27. question. D'abord, ce n'est pas l'accord, je le redis. D'accord. Mais ce n'est pas l'accord. Et je le redis aussi parce que le président des États-Unis, avant de répondre à votre question, il a décidé d'augmenter les droits de douane, donc à 15% désormais. Et pour ça, on n'a pas besoin de signer quoi que ce soit, on n'a pas besoin de réunir le Conseil européen. J'entends qu'on va réunir le Conseil, mais non, il décide d'augmenter de 15%, et nous, on n'a pas à dire on accepte ou on n'accepte pas. Donc il y a une mauvaise compréhension, là encore. C'est pour ça que vous êtes là, c'est important de vous expliquer. Les 15%, ils sont décrétés par le président des États-Unis, on va réunir le Conseil pour dire si on peut réunir le Conseil s'il y a des contreparties, et que ces contreparties doivent être à la main du Conseil pour les décider. Je ferme cette parenthèse, mais elle me semble importante. Ma question, est-ce que la Chine est peut-être un plus grand danger pour l'Europe que ne le sont les États-Unis aujourd'hui, sur un plan commercial ? Et donc, il faut reprendre le deuxième volet de ce que nous vivons, qui est très important, je pense même que c'est le plus important, c'est le volet politique. Et je l'ai dit à maintes reprises, c'est une négociation qui doit être politique parce qu'elle est politique. Qu'est-ce que voient aujourd'hui les Chinois ? Le sentiment qu'ils ont, il faut appeler un chat un chat. Ils ont le sentiment, en tout cas, ça a été ressenti, et on vient d'en parler abondamment au cours de cet entretien, par beaucoup de pays européens, si ce n'est la majorité des pays européens, comme une sorte de, comment dirais-je, humiliation, faiblesse, on a cédé, on s'est couché, qu'est-ce que j'ai lu ça, mais dans tous les pays européens, dans tous les journaux européens. Eux se sont battus, ils négocient toujours avec Donald Trump en ce moment. Quel est le message que nous envoyons à la Chine ? C'est que l'Europe, comme le disait tout à l'heure Emmanuel Macron, n'a pas le sentiment de sa puissance, qu'elle ne l'incarne pas. En un mot, qu'elle est faible. C'est ça le message que nous envoyons au fond. Et donc, effectivement, il faut maintenant, très vite, je pense, tirer les conclusions de ce qui s'est passé sur ces 120 jours pour en arriver là. Non pas, encore une fois, pour jeter l'anathème, l'opprobre sur un tel ou une telle, mais pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, à quel moment ça a dérapé, et nous préparer pour les échéances à venir, parce qu'elles vont être douloureuses, qu'elles vont être difficiles, pas terminées, on vient de le voir avec les États-Unis, et certainement pas vraiment commencer avec la Chine. Oui, c'est ça le monde dans lequel nous sommes, qui requiert évidemment de plus en plus le respect de nos institutions
encore une fois, européennes, qui sont faites pour ça. On a su démontrer qu'on pouvait les utiliser pendant la crise du Covid, pour se mobiliser sur les responsabilités que nous devions prendre à l'occasion de la guerre d'agression de Vladimir Poutine en Ukraine, sur les réactions que nous devions avoir pour protéger nos concitoyens avec le plan Next Generation EU, où on a fait un endettement commun absolument massif. Donc on sait prendre ces décisions quand il y a du leadership. Il est temps maintenant de nous mettre en mouvement, parce que effectivement, les discussions que nous allons avoir avec la Chine, qui sont en surcapacité, on le sait, dans un très grand nombre de secteurs, vont être très difficiles. Et on sait bien souvent que ces surcapacités sont produites avec des financements qui sont illégaux pour nous, de l'État chinois, pour favoriser leurs entreprises. Et vous avez le sentiment qu'on a les moyens, la force nécessaire pour pouvoir se battre à la fois contre les États-Unis et contre la Chine. On a beaucoup entendu ces derniers jours certains dire l'Europe n'est pas assez puissante, on ne peut rien faire ni contre Donald Trump, ni contre les méthodes commerciales chinoises. Mais souvenez-vous qu'on a vraiment, au cours notamment des 5 dernières années, on a eu un nombre de crises très importantes à surmonter, et on les a tellement surmontées, au fond, c'était pas facile, je peux en porter témoignage, sur les vaccins, c'était moi qui étais à la manœuvre, je peux vous dire que c'était difficile, mais on les a surmontés. On les a surmontés également pour remettre en marche l'industrie européenne de défense, qui est absolument... c'est en marche. Enfin, on l'a fait, il faut maintenant aller plus vite. Donc si on s'en donne les moyens, bien sûr qu'il faut le faire. Mais c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et je le redis, ce monde est un monde qui sera extrêmement brutal. On vient d'en parler. Donald Trump, c'est le président des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant des États-Unis, dont acte. Et donc il faut effectivement maintenant nous adapter. C'est pas la peine de le critiquer. Moi, je le critiquerai jamais. Et c'est le président des États-Unis, il est élu. Mais à nous adapter précisément à ce qu'il nous impose, au monde qu'il nous impose. C'est la même chose avec la Chine. Donc on voit bien que, je crois qu'on avait ce concept d'une commission européenne un peu géopolitique. Il est temps effectivement qu'on devienne géopolitique et qu'on se donne les moyens, encore une fois, d'incarner la puissance que nous sommes, que nous représentons à 27. On comprend aussi que la mondialisation heureuse est peut-être en train de se terminer, si ce n'est déjà le cas. Vous avez évoqué la défense. Vous avez beaucoup œuvré au début de la guerre en Ukraine pour que la production d'obus, par exemple, soit coordonnée, s'accélère un peu partout en Europe. Il y a sur cette question un ultimatum qui a été fixé par le président des États-Unis au président russe. Il reste aujourd'hui 9 jours à Vladimir Poutine pour s'asseoir à la table des négociations. Sinon, dit le président des États-Unis, il y aura à la fois des sanctions secondaires, c'est-à-dire des sanctions sur les pays qui continuent de commercer avec la Russie, et des tarifs douaniers. On ne comprend pas très bien sur quoi ces tarifs douaniers vont être appliqués, puisqu'il y a très peu de commerce entre la Russie et les États-Unis actuellement. Soit, est-ce que vous pensez que ces menaces sont susceptibles de faire bouger les Russes? On est à 9 jours de la fin de cet ultimatum. Alors, j'ai peut-être deux réflexions, si vous le permettez. La première, c'est qu'effectivement, on voit que le président des États-Unis est changeant dans, je dirais, les accords qu'il semble donner, puisqu'il avait donné à la Russie, si ma mémoire est bonne, 50 jours avant de décider ce qu'il ferait. Ces 50 jours viennent de se réduire à 9. Bon, alors, il a des très bonnes raisons pour cela. Hein. Mais enfin, on lui a dit quand même depuis un certain temps qu'il fallait faire attention à ce que disait M. Poutine. Donc, on peut quand même que se féliciter, je dirais, de cette prise de conscience désormais de ce que nous vivons, nous, maintenant. Je dirais, et surtout les Ukrainiens. Depuis la guerre d'agression. On le vit tous les jours, on l'a dit, il s'en rend compte, et donc c'est, me semble-t-il, important par rapport aux enjeux qui se passent en Ukraine et notamment dans le Donbass, mais pas que. Est-ce que vous avez le sentiment que ces sanctions dont menacent les États-Unis, la Russie, les vous avez entendu peuvent être efficaces. Vous avez entendu les Russes, ils vous disent qu'ils ont déjà eu 18 paquets de sanctions, qu'ils survivent, etc. Vous avez très bien entendu ce qui s'est passé, ils vont le redire, et donc ils vont continuer à le dire. En revanche, si ça concerne les pays qui jouent un rôle important pour continuer à permettre à Vladimir Poutine, dont l'économie, contrairement à ce que certains disent, va mal. C'est uniquement maintenant essentiellement une économie de guerre au sens où mobilisée et destinée à la fabrication. 40% du budget russe est destiné à la défense. Voilà, et donc les usines, elles tournent pour faire des obus, des tanks et des drones. Bon, donc très bien. Et le reste, la population commence évidemment à souffrir.
En revanche, ceux qui continuent à permettre à Vladimir Poutine, c'est ceux qui, évidemment, certains disaient, vous savez, c'était l'image, la Russie, c'est une grande caserne et une grande station d'essence. Voilà, je ne veux pas rentrer dans cette caricature, parce que la Russie est un très grand pays, et c'est un grand peuple aussi, les Russes. Mais enfin bon, d'un point de vue économique, c'est pas complètement faux. La Russie, on sait qu'elle trouve ses ressources financières précisément dans l'exploitation de son sous-sol, et en particulier pour les hydrocarbures. Qui achète les hydrocarbures aujourd'hui? On le sait, et ça va être une discussion, un certain nombre d'États autour, d'abord la Chine, mais il y a aussi l'Inde qui utilise beaucoup les hydrocarbures qui sortent de Russie, ne sont pas raffinés. Je constatais que depuis quelques jours que l'Inde est devenue le premier pays exportateur de pétrole raffiné alors qu'il ne produit pas de pétrole. C'est quand même curieux. Donc peut-être que sur les pays périphériques, et je pense que c'est ce que le président des États-Unis a sans doute en tête, si effectivement, alors des sanctions sur la Russie, je pense que les Russes diront, et il y a quand même une certaine résilience dans cette du peuple russe. Sur les pays limitrophes, ça peut avoir plus d'impact. Donc on va voir, si jamais sanction il y a, on va attendre les 9 jours. Je crains que malheureusement, il ne se passe pas grand-chose dans les 9 jours, donc vraisemblablement Donald Trump soit contraint d'appliquer, j'allais dire enfin, un train de sanctions pour contraindre Vladimir Poutine à aller à la table de négociation de façon un peu plus sérieuse qui ne le fait jusqu'à présent. Et ça va être intéressant de voir effectivement qui vont être ciblés. Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est la Russie et certains pays limitrophes qui pratiquent le mécanisme que je viens de décrire? Je pense que c'est sans doute vers cette deuxième voie qu'il faut s'orienter. Merci Thierry Breton. Merci beaucoup d'être venu ici ce soir nous expliquer tout cela.